Bonjour et bienvenue dans ces causeries Sciences et Société proposées par l'Université numérique de La Réunion, bien sûr. Et nous abordons la question des villes intelligentes avec le professeur Rémi Courdier que nous sommes heureux de retrouver aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Alors Rémi Courdier, vous êtes professeur d'informatique, professeur et chercheur au laboratoire d'informatique et de mathématiques, et vous vous intéressez à ces questions de villes intelligentes en essayant de monter au niveau territorial un groupe de réflexion. Et à travers ces actions, vous avez constaté qu'il était important d'avoir une communication, une information, une sensibilisation à ces questions qui, quelquefois, sur la question des villes intelligentes, se limitent aux aspects technologiques. Alors, nous avons déjà eu un premier épisode consacré aux défis, aux définitions et puis aux caractéristiques des villes intelligentes. Et nous abordons pour cet épisode 2 les enjeux des villes intelligentes et les expérimentations qui existent déjà au niveau régional et au niveau mondial d'une façon générale. Peut-être pourrait-on dans un premier temps faire dresser un bref rappel de ce que nous avions abordé dans le premier épisode. Oui, merci. Donc, le premier épisode, on a abordé les problématiques de définition et de caractéristiques des villes intelligentes. Donc, je conseille à l'auditeur d'aller revoir peut-être ces notions s'il n'est pas habitué à cette notion de ville intelligente. Mais très rapidement, on a vu que la ville intelligente avait évolué et que sa définition avait évolué vers de la technologie, des aspects très technocentrés, vers des aspects plus tournés vers le citoyen. Et donc, aujourd'hui, la ville intelligente intègre une intelligence globale qui fait intervenir autant la technologie que des aspects de gouvernance et de politique citoyenne, quelque part, et de participation citoyenne à ces aspects de mise en place de stratégies de ville intelligente. Cela pourrait aller d'ailleurs jusqu'à la démocratie numérique territorialisée, si on peut dire. Alors, ça en fait partie, effectivement, puisque dans les critères des villes intelligentes, aujourd'hui, il y a la gouvernance et aussi des principes de gouvernance participative. Et chaque territoire, effectivement, va essayer de situer comment il peut faire participer sa population à sa stratégie de gestion des services publics, par exemple, ou de son espace de service. Il y a de nombreux aspects dans cette question des villes intelligentes. On a parlé des aspects technologiques, il y a les aspects économiques, environnementaux, de durabilité des choix et des prises de décision politiques. Bref, tout un tas de sujets que vous avez déjà rappelés, et notamment dans les caractéristiques des villes intelligentes. Et nous allons donc peut-être commencer à rentrer dans le cœur de cette émission sur les enjeux de ces villes intelligentes et peut-être dans un premier temps les enjeux sociétaux. Oui, en effet, on pense toujours aux enjeux technologiques, mais je pense que ce qui m'apparaît important et d'après un peu la ligne qu'a pris la définition de la ville intelligente aujourd'hui, il me semble qu'il est important de mettre en avant d'abord les enjeux sociétaux et ensuite peut-être on viendra sur les enjeux technologiques. Donc sur les enjeux sociétaux, effectivement, la ville aujourd'hui est confrontée à tout un ensemble de pressions et de contraintes qui viennent de tous azimuts. Et on s'aperçoit que ça devient très délicat d'être aujourd'hui en termes de décideurs politiques dans ce cadre-là. On est face à des réductions de budget. En même temps, on a des coûts croissants de l'énergie, surtout en ce moment, on le connaît bien. Oui, il y a une urbanisation qui continue à grandir. Les villes continuent à accueillir de plus en plus de personnes. Et en même temps, il y a des problématiques économiques puisqu'il faut donner du travail à ces gens qui viennent dans les villes. Donc, il y a la nécessité d'attirer des investisseurs, d'attirer le milieu économique. Parfois, on est sur des infrastructures anciennes qui ne sont pas forcément adaptées au numérique. Il y a également plus il y a de personnes, plus il y a de problèmes de flux, notamment les problématiques de flux de transport, donc avec les problématiques de mobilité qui se posent. On le connaît sur de nombreux territoires, notamment à La Réunion. Et puis, en parallèle de ça, on a une population vieillissante qui a besoin de nouveaux services qu'il faut inventer, qu'il faut essayer de faire participer cette population à la vie sociale.
Parallèlement, il y a l'insécurité aussi qui apparaît et qui est un thème récurrent des thèmes politiques actuels, qui doit forcément trouver une solution au travers de solutions politiques. Et puis, il y a en plus aujourd'hui les contraintes environnementales, où il y a tout un ensemble de régulations environnementales qui nous viennent du national, mais aussi qui peuvent venir d'instances européennes, etc., qui font que les gestionnaires de la ville aujourd'hui doivent faire face à l'ensemble de ces pressions quelque part extérieures, tout en essayant de continuer à offrir une meilleure qualité de vie aux citoyens, et en offrant un cadre d'opportunités économiques pour les acteurs qui verraient cette ville comme un territoire d'attractivité où ils peuvent effectivement s'épanouir et être dans des conditions intéressantes de positionnement. Donc des prises de décision pour justement les personnes qui sont en charge politiquement de conduire cette gouvernance des territoires, des municipalités, en milieu contraint et dans un environnement qui est de plus en plus contraint d'un point de vue économique, d'un point de vue aussi de l'espace, puisque finalement le foncier est de plus en plus rare dans ces communes, et pour autant doit offrir une qualité de vie maximum attendue de la part des citoyens. Donc ça, c'est effectivement, on le voit, une vraie compétition que se mènent actuellement notamment les grandes villes françaises. Oui, et en fait, voilà. Et en fait, si on regarde le Commissariat général du développement durable, qui a fait une étude sur les villes intelligentes, et il a essayé de résumer un peu les problèmes des villes intelligentes en 2 points sur lesquels on peut simplifier les choses. Donc, d'une part, une opportunité de développement économique local. Donc, en fait, de faire de la ville intelligente, donc cette ville qui intègre quand même du numérique derrière pour enrichir les possibilités de gestion et de service des villes, pour diversifier les filières, pour être en termes de relance économique, pour faciliter l'internationalisation. On voit bien que le numérique avec l'international offre des opportunités. Et donc tout cet aspect économique, quelque part développement et attractivité, et puis un autre aspect qui est plus d'optimisation des réseaux de services urbains, de villes faciles, de villes fluides, de qualité de vie. Donc ces 2 aspects qui sont à prendre en fait en parallèle, toujours à mesurer. Est-ce que quand j'offre sur un service d'un niveau, comment ça peut rebondir sur l'autre niveau? Un service urbain peut aussi servir à faire des opportunités économiques derrière et à rebondir sur d'autres niveaux. On abordera les questions d'échelle au cours de cette émission, mais clairement, on l'a vu à l'occasion de cette crise Covid, où le télétravail s'est complètement développé. Il y a eu des changements aussi de comportement, des changements d'attente des citoyens sur notamment cette fluidité des transports, par exemple, cette facilité d'accès aux zones de travail, etc., ou aux écoles. Donc ça fait partie de l'équation. C'est sûr que les services numériques, l'introduction du numérique, offre des opportunités et interpelle sur questionne sur la planification de l'urbanisme, sur les choix d'aménagement du territoire qui vont aller en parallèle effectivement de ces opportunités. Alors, nous avons abordé les enjeux sociétaux, nous y reviendrons. Deuxième grand type d'enjeux, les enjeux technologiques. Alors, pour aborder les enjeux technologiques, je me suis tout simplement basé sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les grandes conférences qui traitent du thème des villes intelligentes. Et je suis allé voir ce qu'on appelle les topics, les thèmes qui sont pris en charge dans ces conférences. Donc, ici, sur cette diapositive, on peut voir les conférences, la plus grande conférence en ville intelligente mondiale, qu'est-ce qu'elle propose comme thématique de travail. Donc les chercheurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Voilà sur quoi ils vont faire des propositions. Donc principalement, on voit qu'il y a un grand secteur ici, ce qui concerne les objets connectés en fait. Donc ces éléments-là vont servir à aller acquérir des données.
Donc en fait, dans les villes intelligentes, l'un des enjeux principaux, on a vu que la donnée était au centre, que c'était une forme de carburant de ce processus. Donc en fait, le premier point, c'est de trouver des architectures, de trouver les technologies, de savoir localiser correctement des objets connectés, de les embarquer, de les rendre transparents dans un système, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs objets qu'on ne sait pas où ils sont, mais en fait, quand on s'adresse à un objet, ça peut être à l'un ou à l'autre de manière transparente. Ils ont c'est ce qu'on appelle les objets ubiquitaires. Et puis, derrière, une fois qu'on a ces objets connectés, eh bien, on va avoir tout ce qui est pour la problématique de communication. Alors, avec... des objets qui vont être sur des réseaux sans fil et qui vont ramener de l'information au travers des réseaux, donc avec des réseaux de communication dédiés pour ces objets connectés. Tout ce qui est radiofréquence, donc il y a des objets qui travaillent aussi au travers de fréquences radio. Donc tous ces éléments vont faire partie d'un autre panel de travail. Ensuite, on va passer... Alors, juste une petite question pour nos auditeurs. La 5G, par exemple, actuellement, la 5G se déploie un peu partout en France et dans le monde. Est-ce que l'objectif, c'est de pouvoir permettre cette connexion, ces objets connectés, cet Internet des objets? Effectivement, la 5G est au cœur de ce dispositif-là. L'un des éléments que l'on va avoir arrivé très vite avec la 5G et notamment plein d'acteurs qui attendent aujourd'hui cette introduction de la 5G, c'est la capacité de connecter massivement des objets connectés dans les villes notamment. Et en fait, aujourd'hui, la 4G n'est pas en mesure de pouvoir accepter autant de connexion, d'accès, et puis ensuite de gestion du volume de données qui serait pris en charge. Et la 5G amène les solutions technologiques pour ça, effectivement, et va nous permettre d'avoir des capteurs qui vont être peut-être dans les ponts, sur les routes, et de pouvoir effectivement gérer des véhicules autonomes de manière beaucoup plus simple, avec tout un ensemble d'instrumentalisation sur le territoire. Donc effectivement, la 5G est un des outils qui va être ou qui est en train d'être déployé pour accompagner en fait ces mouvements. Donc effectivement, derrière, dès qu'on a capté la donnée, qu'on la met sur les réseaux, il faut aussi être en mesure de la sécuriser. Donc les problématiques de cryptographie, les problématiques de sécurité, de propriété des données, qui en fait sont abordées ici. Ensuite, ces données donc finalement de l'intimité du citoyen. Voilà, oui, dans sa représentation numérique, quoi. On va avoir effectivement des données qui circulent sur les réseaux, qui peuvent être plus ou moins intimes, plus ou moins sur la santé ou sur. Et en fait, effectivement, il y a toute une problématique de sécurisation de ces données. Ensuite, il faut les stocker, ces données, et là, on parle principalement de big data. Donc, le big data, c'est pas forcément des grosses données, comme pourrait le donner le mot big data. C'est plutôt un très grand nombre de données, plutôt très petites. En fait, des données très petites en très grand nombre. C'est ce qui est généralement relayé par des capteurs qui vont, par exemple, capter une température. L'information est très petite, mais comme on l'envoie régulièrement et très, très souvent sur de très nombreux supports, et bien en fait, on enregistre énormément de données de manière massive. Qu'il va falloir donc derrière, stocker. On va parler de cloud computing, puisque bien souvent l'Internet intervient là-dedans. Donc en fait, ces données, elles vont passer sur le cloud. Et d'intelligent data processing, c'est en fait des processus qui vont nous permettre effectivement de manipuler ces données de manière intelligente. Dès qu'on a stocké les données, il va falloir aussi créer les applications qui vont rendre des services avec ces données. Donc en fait, là, on va avoir tout un ensemble de problématiques qui va être applicative.
Donc les applis et les services. Alors ça peut être des services web par exemple en temps réel, ça peut être des services liés à l'économie, au social, etc., des applications participatives, tout un ensemble d'applications qui vont en fait se servir de ces données pour en fait rendre ensuite aux citoyens un certain nombre d'éléments sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour trouver à côté de chez eux l'information, le cinéma qui va bien ou le bus qui va arriver au meilleur moment. Et puis derrière, il y a des dimensions un peu plus générales qui vont être des dimensions qui vont toucher la stratégie de ville intelligente. Qu'est-ce que c'est une ville intelligente, qu'est-ce que c'est qu'une maison intelligente, et en fait plutôt de manière plus générale, quels sont les éléments qui s'articulent autour d'un espace qui est dit intelligent. Donc voilà un peu les thématiques sur lesquelles aujourd'hui les acteurs des technologies travaillent. Donc c'est un gros mouvement, un gros secteur d'innovation du coup pour l'industrie. Voilà, tout à fait. Il y a énormément d'acteurs concernés et on le voit à toutes les échelles, que ce soit des composants technologiques du style capteur, que ce soit de l'informatique. Tous les strates de l'informatique sont quasiment concernés par l'approche ville intelligente. Alors, Rémi Courdier, ces enjeux sociétaux, technologiques, tout cela se concrétise dans des expérimentations. Donc, il y a aujourd'hui déjà des expérimentations dans les villes. Oui, alors il y a un certain nombre d'expérimentations qui sont en train qui ont été depuis des années, qui sont en place, et en fait il y a des mesures. En fait ces expérimentations évidemment font que les villes sont en compétition aujourd'hui et que finalement la ville elle va être mesurée, il va y avoir des critères, il va y avoir des indicateurs pour considérer si une ville elle fait effectivement partie de ces villes intelligentes. Qu'est-ce qu'elle produit? On a vu qu'il y avait des caractéristiques des villes intelligentes, donc on va s'appuyer sur ces caractéristiques pour mesurer comment la ville s'est organisée sur ces différents éléments pour en fait accompagner sa population dans ses services. Alors, on parle de ville, on l'a vu en début d'émission, mais on a vu que cette notion d'échelle territoriale avait quand même une importance. C'est-à-dire quel est le bon niveau de décision au niveau territorial, et comment est-ce que les expérimentations se mettent en place? Parce que du coup, ça peut être un projet régional, ça peut être un projet intercommunal, ça peut être un projet de village. Tout ça, ce sont des échelles vraiment très, 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 très variées. Donc, oui. À quel moment la décision se prend et comment elle peut se prendre? Alors, je vous propose déjà de voir les grandes expérimentations qui sont les plus visibles. Alors, il y a l'index Smart City Index qui est assez connu puisque il est raccroché à des universités comme Singapour qui sont très actives dans ces domaines-là, et d'ailleurs Singapour ressort comme une des villes phares des villes intelligentes. Des villes comme Londres, des villes comme Paris ont investi pas mal dans ce qui s'appelle en fait le cœur, comme Londres par exemple est bien connu pour ses données partagées, éléments sur lesquels d'ailleurs j'ai eu la chance de pouvoir travailler, et qui fait que derrière ces éléments vont générer en fait des services et des startups. Il y a tout un ensemble de startups, et c'est Londres est la ville qui a le plus de startups, qui héberge le plus de startups en tant que ville, parce qu'il y a de la matière sur laquelle on peut travailler. Il y a tout un ensemble de données sur lesquelles on va pouvoir créer de l'attractivité. Alors, l'attractivité, l'effet économique, on a vu qu'il fait partie en fait des critères des villes intelligentes. C'est comment les villes arrivent à utiliser la nouvelle technologie et sa capacité d'innover, sa capacité de s'appuyer sur de la créativité pour en fait la rendre au service du citoyen. C'est pas le tout de faire du progrès technologique pour du progrès technologique. Il faut que ça apporte quelque chose aux citoyens, et que c'est un élément qui est mesuré effectivement dans
ces index de villes intelligentes. Alors, certaines villes vont plutôt axer les éléments sur les transports, d'autres vont être connues pour avoir pour la santé. Par exemple, Singapour est particulièrement connu pour avoir une démarche sur la santé qui est extrêmement active et de pouvoir répondre à des problématiques de santé d'un citoyen, quel que soit l'endroit où il va se trouver dans la ville. Donc, ça veut dire que derrière, il y a tout un ensemble effectivement d'informations qui sont captées sur le citoyen. Ça veut dire aussi que le citoyen adhère et participe aussi à ce système-là. C'est qu'il est prêt à avoir peut-être une application sur lui qui envoie en permanence de l'information à des services informatiques ou peut-être une onde spécialisée qui va gérer un ensemble de données de son corps et qui va participer à ce système-là. Et à Singapour, donc c'est déjà ce type d'application, ce type de suivi est déjà en place. Alors à Singapour, c'est notamment dans les classements, celle-là c'était 2019, mais j'ai vu aussi 2021, effectivement, cette problématique de santé était au cœur de leur proposition et aujourd'hui Singapour, selon les classements, peut arriver en tout cas dans les cinq premières villes selon le type de classement. Mais effectivement, elle n'a pas investi que dans ces éléments-là. Il y a par exemple des logements publics gratuits à Singapour, mais ça fait partie un petit peu de leur stratégie. En fait, et une volonté aussi très active d'utiliser les technologies au plus haut niveau. Et ce qui en fait une ville qui investit énormément dans l'intelligence artificielle et qui est extrêmement attractive pour les startups qui veulent avoir des terrains d'expérimentation pour ces types de services. Donc là, on est sur carrément des villes qui sont des villes démonstrateurs ou démonstratrices d'innovation. Tout à fait. Qui les positionnent d'ailleurs au niveau mondial dans le top du classement des villes intelligentes. Ça va jusqu'à l'éducation, parce que j'ai vu que Singapour était quand même extrêmement bien placé dans les classements internationaux. Oui, voilà. Donc en fait, même pour l'éducation, en fait, ils vont introduire des façons d'intégrer le numérique, d'intégrer le rapport aux outils innovants et créatifs qui font qu'effectivement toute la stratégie avance ensemble et ça fait quelque part une société qui est capable de s'approprier aussi ces outils parce qu'effectivement c'est pas le tout de mettre des outils mais il faut avoir une population, des citoyens, des jeunes, toute la population qui est en adéquation avec les services que l'on va offrir. Donc une ville intelligente, on pourrait même imaginer que certaines villes fassent des choix stratégiques et comparatifs qui disent par exemple, moi je préfère me spécialiser dans la santé. Oui, tout à fait. Oui. J'aurais évidemment une ville intelligente, mais qui privilégie, qui a une dominante santé. Donc on aura des publics ou des personnes qui viendront s'installer parce que justement c'est une ville qui propose ces services-là. Tout à fait. Il y a des villes, il y a des gens qui sont paniqués par le réchauffement climatique ou les risques sur l'hygiène, etc. Il y a des villes qui mettent en avant plutôt la résilience, d'être capable de faire face à tout un ensemble de risques et du coup qui vont aller vers des labels qui vont plus mettre en avant ce type de caractéristiques et vont rassurer leur population sur leur capacité à prendre en charge une crise en prenant en compte plusieurs dimensions. Ça peut être le rehaussement de la température, ça peut être les problématiques de l'eau, ça peut être les problématiques de pandémie, etc. Où en fait, ces villes vont se poser ces questions de manière plus particulière. Alors là, on a parlé des villes. Bon, en France aussi, il y a des villes comme Lyon, Bordeaux. On voit qu'il y a vraiment de la compétition entre ces villes. Est-ce qu'on peut descendre à un niveau beaucoup plus bas? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il peut y avoir au niveau d'un village, par exemple, ce type de... Alors, effectivement, si on regarde sur notre territoire à La Réunion, donc... il y a un projet qui est bien connu ici, c'est le cœur de ville de la Possession. C'est pas une grande ville, mais c'est une ville qui a su à son échelle faire des propositions et qui a su créer un écosystème avec des compétences et avoir un regard sur quelque part la construction de nouveaux espaces, une urbanisation avec d'autres critères et en intégrant finalement aussi les technologies d'information et de la communication dans
dans le système, même si c'est pas l'aspect infrastructure technologique n'est pas au cœur de leur proposition, où on lit plutôt des problématiques d'écologie, de durable, d'innovation et de participation citoyenne. Mais effectivement, derrière, il y a aussi la technologie qui va permettre une participation citoyenne au travers d'outils informatiques qui va leur permettre de pouvoir donner leur avis par des applications mobiles ou des éléments relatifs à l'informatique. Et en fait, si on va aller un petit peu à l'échelle plus basse, il y a effectivement une notion de smart village qui existe, qui est plus récente. Et on voit, il y a toute une communauté de smart village qui essaie de... leur problématique, c'est plutôt de montrer que la ruralité peut être attractive, et que les technologies aussi peuvent donner du sens aux gens qui restent dans ces territoires. Donc quelqu'un qui veut faire de l'agriculture aujourd'hui peut aussi se baser sur la technologie et trouver dans la technologie des outils qui vont l'aider à faire des circuits courts, par exemple de distribution de sa production, ou bien de gérer l'arrosage et de ses serres, etc. Et en fait, d'amener de la compétence technologique dans les territoires ruraux permet à certaines populations de pouvoir vivre en dehors des villes tout en exerçant un travail technique et de haut niveau, et en apportant à la population qui est autour d'eux des éléments qui facilitent leur vie. Par exemple, il y a un village en Corse du Sud, Cozzano, qui a mis sur des porcs sauvages des puces pour aider les producteurs de porcs qui veulent les laisser dans le maquis et qui veulent avoir laissé quelque part la manière ancestrale de travailler avec leurs animaux, eh bien, en fait, vont pouvoir utiliser la technologie pour faciliter quand même leur travail et savoir où chaque animal se trouve. Donc, la technologie peut aussi, effectivement, aller jusqu'à la campagne et, en fait, essayer de rendre ces territoires plus attractifs et également permettre aux gens de rester peut-être dans ces territoires en ayant une qualité de vie supérieure. Et une activité économique grâce aux connexions. Alors, là, on a vraiment vu au travers de ces expérimentation, ces notions d'échelle, puisqu'on est à la fois sur des grandes métropoles ou des mégalopoles, tout autant que sur des villages, donc ces enjeux d'échelle territoriale. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure échelle ? Ça, c'est peut-être difficile comme question. Alors, est-ce qu'il y a une meilleure échelle ? C'est vrai que vraiment les territoires s'organisent, il n'y a pas un modèle unique, mais c'est vrai que ce qui est important, c'est que des territoires proches ou des territoires qui vivent de manière homogène puissent être en interconnexion et avoir de l'interopérabilité entre leurs données. Alors, ça peut être... c'est vrai que... Est-ce que c'est sur... Par exemple, la région Réunion, qui est une île, est-ce que c'est intéressant que chacun définisse son format de données, ou est-ce que peut-être ça peut être intéressant qu'il y ait un format de données qui soit effectivement interopérable ? Il y a des enjeux effectivement politiques ici qui vont permettre de réguler un peu tous ces éléments-là, de savoir qui peut héberger les données, à quel niveau. Est-ce que ça se passe au niveau de la ville? Est-ce que ça se passe au niveau de l'intercommunalité? Est-ce que ça se passe au niveau de la région? Il y a un bon niveau à trouver. Aujourd'hui, par exemple, sur La Réunion, je pense que c'est les intercommunalités qui ont le plus de compétences à ce niveau-là, et je pense que ça me paraît être un bon niveau de travail. Et en plus, si ces intercommunalités s'approprient ces éléments-là, ça veut dire qu'on a de grandes chances que ça soit
des plateformes, par exemple open data, qui soient publiques et sur lesquelles on puisse offrir de manière libre à un grand nombre d'acteurs l'accès à ces données. Je pense que c'est un des points clés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de partenariats publics-privés aussi qui se mettent dans les infrastructures. C'est bien comprendre dans ces partenariats bien qui fait quoi, de telle sorte que les collectivités gardent le contrôle quelque part de la stratégie qu'ils veulent mener et qu'ils ne soient pas pris au piège quelque part d'un système qui serait imposé par l'extérieur sur lequel ils auraient plus la maîtrise. La réunion île intelligente, c'est une question. Votre groupe de travail et de réflexion probablement alimentera la réflexion sur le sujet. Alors, pour continuer et finir cette émission, puisque nous sommes déjà avancés en temps, il y a des grands modèles maintenant finalement qui se confrontent. Quels sont ces grands modèles? Alors, en fait, il n'y a pas énormément de modèles. Hein. Il y a deux grands modèles qu'on voit apparaître, qui est le modèle donc, de la cité politique. Donc, ça veut dire que la cité politique, elle va mettre en avant la gestion collective. En fait, elle va s'organiser pour que la gestion collective soit la plus efficace possible, que collectivement on s'y retrouve. Et puis, il y a la ville plutôt numérique qui est amenée par la technologie, par les grands acteurs du numérique et qui vont quelque part s'adresser plus particulièrement aux citoyens, à l'individu, en lui offrant des services très spécialisés et qui n'a pas forcément un objectif toujours très collectif. Et donc en fait, le bon modèle est celui que chacun essaie de construire aujourd'hui dans son territoire et qu'il faut inventer et que je pense qu'il n'existe pas dans l'absolu. Donc chaque territoire doit se travailler sur ces éléments-là. Eh bien, c'est d'avoir une cité politique intelligente. Ça veut dire qu'en fait, eh bien, elle va essayer de mettre ces deux éléments en équilibre. Forcément, il y aura des acteurs privés, il y a des acteurs publics et chacun doit trouver sa place et arriver à ne pas être dépassé par l'autre, en tout cas les services, notamment cités politiques, ne doivent pas se faire dépasser par les cités numériques qui ont une globalisation. En fait, les cités numériques sont dans le domaine de l'informatique qui est globalisé au niveau mondial avec une force de frappe énorme. Et donc, les cités politiques peuvent parfois ne pas avoir la capacité de bien comprendre les stratégies des acteurs numériques. Donc, en fait, il faut créer de la compétence dans les cités politiques pour qu'en fait, il y ait le bon équilibre qui s'établisse. Donc, avec le fait que la cité, le modèle n'existe pas en clé en main, en fait, et qu'en fait, il faut créer des intelligences pour avoir quelque part de manière de gérer ça de manière transversale et globale et pas simplement technologique. Donc il n'y a pas de modèle clé en main pour les smart cities, ça relève finalement de l'intelligence, de la gouvernance et des citoyens qui doivent se saisir de ces sujets et imaginer finalement le monde dans lequel ils ont envie d'évoluer, de vivre. Alors quelles sont les constantes malgré tout dans les villes intelligentes? Alors il y a effectivement quelques constantes qui se remarquent partout. C'est-à-dire que de toute façon, on va être dans ce modèle que l'on voit ici sur ce transparent. On va commencer à prélever de la donnée quelque part. On va ensuite communiquer ces données, donc il faut avoir les infrastructures de communication qui vont bien. Ensuite, il va falloir pouvoir stocker ces données quelque part, donc avoir des acteurs qui travaillent sur le stockage, des stratégies de stockage de données, peut-être d'open data aussi, etc. Il y a tout un ensemble d'outils d'analyse, puisqu'en fait derrière ces données, eh bien, il faut travailler dessus pour extraire de l'information, pour faire émerger de l'information nouvelle. Et puis une fois qu'on a ces informations nouvelles qu'on a pu extraire on a quelque part les données, on les a transformées en informations. Et puis ces informations, elles vont nous permettre de proposer de nouveaux services ou d'agir sur des effecteurs, donc des éléments qui sont sur le territoire pour peut-être éteindre des lampes ou arroser des choses ou offrir sur un appareil mobile des services à la population. Et ensuite on va retourner dans le cycle, on va prélever de l'information. Donc en fait on est dans un cycle qui est permanent, c'est du temps réel, du permanent, avec énormément de données qui sont prélevées sur le territoire.
Rémi Courdier, nous arrivons au terme de cette émission. Merci beaucoup, en tous les cas, pour nous éclairer sur ce sujet ô combien intéressant. Donc, cette dernière diapo nous a permis de comprendre là les modèles, les constantes que l'on retrouve. Nous avons encore, pour dresser ce panorama, prévu de proposer à nos auditeurs 2 autres émissions. La prochaine sera consacrée aux concepts clés. Est-ce qu'on peut en dire un petit mot? Eh bien, les concepts clés, on va aller creuser, en fait, ces différentes étapes là et voir finalement quels sont les éléments qui participent donc à ces différentes phases, puisque ces éléments sont des constants. Donc on va creuser et aller voir ce qui s'y passe. Ensuite, effectivement, on va essayer de travailler avec d'autres interlocuteurs, donc les interlocuteurs que l'on a dans les collectivités, alors ça sera peut-être dans des sessions ultérieures, pour avoir des acteurs de ces villes et de comprendre comment ils gèrent la situation et qu'est-ce que sont leurs problématiques directes au niveau des différents interlocuteurs qu'on peut avoir dans ces processus. Eh bien, merci Rémi Courdier. Ce sera la phrase de conclusion. Je vous souhaite une bonne continuation, une bonne préparation pour les prochaines émissions. Et puis, à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à toutes et tous et à très bientôt.